Alors, je tiens à remercier Claude Kirchner d'avoir accepté de venir proposer une conférence à Toulouse, un peu finalement au débeauté, hein, puisque je le lui ai demandé il y a quelques semaines seulement. Et donc, je le remercie tout particulièrement d'être là. Alors, Claude Kirchner, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur de recherche émérite de l'INRIA, hein, l'Institut national de recherche en informatique et mathématiques appliquées. Mais surtout, il était depuis quelques années, s'il vous plaît, depuis quelques années, donc, il était directeur du comité consultatif national pilote d'éthique du numérique. Et depuis peut-être quelques jours, ce comité est devenu un comité consultatif national d'éthique du numérique, c'est-à-dire que le pilote a été supprimé et il est devenu un comité en tant que tel, et j'espère qu'on pourra dire prochainement Monsieur le Président. En tout cas, je sais que Claude Kirchner est engagé de manière très importante au cours de ces 3 dernières années, et nous avions eu l'occasion de l'inviter en 2022. Alors, je ne sais pas s'il en a le souvenir, sans doute ce n'était pas une journée exceptionnelle, puisque nous étions à la salle du Sénéchal, une bonne vingtaine, n'est-ce pas? Mais il nous avait parlé effectivement de l'éthique du numérique, à l'occasion de la sortie du livre que le comité avait diffusé, publié, pour une éthique du numérique, avec Catherine Tessier et Éric Germain et Claude Kirchner. Donc aujourd'hui, sa conférence, il va nous expliquer, hein, c'est « Soigner l'innovation algorithmique pour la médecine ». Bon, donc ça mérite quand même une explication. Donc merci de cette présentation. Merci beaucoup Michel, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Et donc si vous pouvez commencer à montrer mes diapos. D'accord, ok, c'est parfait. Voilà, donc on ne va pas parler d'IA au sens habituel du terme, mais bien ici d'innovation algorithme, on pourrait dire aussi, j'aime bien le terme également, d'intelligence augmentée par exemple. Mais l'intelligence, c'est quoi exactement? C'est toujours un peu compliqué. Donc on va parler aujourd'hui d'innovation algorithmique pour la médecine. Et je vais commencer par un prélude. Et donc, on a déjà entendu parler de ChatGPT aujourd'hui. Et donc, les commentaires là en jaune, c'est les miens. Et derrière, c'est l'état d'un dialogue avec ChatGPT. Et donc, dans ce dialogue, je lui demande de multiplier. Vous voyez, ça, c'est ce que je lui demande, là, 397 fois 710. D'accord ? Et lui, c'est sa réponse. D'accord ? Et donc, il me répond quelque chose. La virgule, ici, ce n'est pas la virgule au sens français, c'est la virgule au sens américain. Et donc, c'est juste, nous, l'espace, ça veut dire donc 281 870. Ce qui est correct, si vous vérifiez avec avec la méthode usuelle. Et donc, en fait, j'essaye sur un autre exemple qui est issu en fait, d'une première expérimentation qui avait été faite récemment, le 20 avril 2024, par Raja Chatila. Et en fait, l'expérimentation de Raja Chatila s'était terminée avec un résultat incorrect de 885 388. Et là, en fait, il me répond 385 043. Le résultat correct, mémorisez-le, c'est 285 443. ChatGPT, dans sa version 4.0, ne sait pas faire une multiplication. Et donc, je lui dis, la réponse est incorrecte. Et il me répond, vous avez raison. 397 multiplié par 719 est égal à... Et il me donne le bon résultat. C'est bizarre quand même, non? Et donc je continue.
Continuer, c'est faire quoi, là, à ce moment-là? Essayer 2 fois 2? Non. On pourrait essayer, mais... D'abord, commençons par approfondir ce qui s'est passé. La réponse, c'est incorrect. Mais pourquoi y a-t-il eu une erreur? C'est quand même pas idiot de se poser la question. Et donc de lui poser. Et l'erreur s'est probablement produite, sa réponse, en raison d'une simple faute de frappe ou d'un calcul mental incorrect de ma part. Utiliser des outils automatiques pour des calculs garantit une précision plus grande, comme nous l'avons fait en utilisant du code pour vérifier la multiplication. Désolé pour l'erreur initiale. J'ai été un peu choqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais quand même relire la phrase avec vous, la réponse avec vous. L'erreur s'est probablement produite. Déjà, on n'est pas sûr. Simple faute de frappe. L'appareil ne sait pas écrire. D'accord? Simple encore en plus, pour être plus compliqué. D'un calcul mental. Vous étiez au courant? Pas moi. Cette machine calcule. Elle ne sait faire que du calcul. Bête et méchant. D'accord? Elle ne sait faire que ça. On ne peut pas dire qu'elle le fasse parfaitement. Utiliser des outils automatiques pour des calculs? Oui, ok. Mais ChatGPT, ce n'est pas un outil qui, justement, fait ses calculs? Si. D'accord? Donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est autre chose. Garantie. Garantie, hein. Intéressant. Bah, vous savez, il y a tous les systèmes numériques, d'ailleurs comme les humains, ou comme d'autres systèmes, peuvent se tromper. D'accord? Donc c'est pas parce que c'est automatique, c'est pas parce qu'on a écrit des lignes de code qu'elles sont correctes. Et donc, ce qui est dit ici n'a pas de sens non plus. Comme nous le fait en utilisant du code. D'abord le nous, en utilisant du code, bah oui, ChatGPT, c'est du code. C'est du code aussi. Ce n'est que du code, exécuté par du hardware quelque part. Pour vérifier la multiplication. Désolé. Vous y croyez, vous? Donc, on est où, là? Donc là, ma perplexité était profonde. Je me suis dit, est-ce que je continue un petit peu? Et, bon, d'abord, anthropomorphisation outrancière, assertion fausse, tromperie. Je ne vous dis pas le coût du développement de GPT 4.0. On chiffre, les coûts ne sont pas publics, mais plusieurs centaines de millions de dollars. D'accord? Pour cette version-là. Globalement, et ça tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut avoir accès à ces informations-là, tout le monde n'est peut-être pas complètement formé à comprendre ce qui est en train de sortir. C'est grave. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est de la désinformation au sens strict du terme. Qui est responsable? Quelles conséquences? Sur une multiplication. Alors, on peut continuer si on doutait encore, d'accord? Mais c'est juste pour vous faire sourire une dernière fois, puis après, on va attaquer les choses sérieuses. En fait, pourquoi est-ce correct, ce nouveau résultat? Et alors, voilà la réponse de ChatGPT. Pour vérifier pourquoi c'est correct, examinons le calcul en détail. Il rédige pas mal, et donc, il commence à utiliser, en fait, les techniques de calcul mental. Alors, heureusement que je ne vais pas demander de multiplier 3 milliards et poussières par... etc. D'accord? Mais, vous voyez, il commence par utiliser... Sa justification, c'est comment j'explique à un pauvre humain qui ne sait faire que du calcul mental. D'accord? Je caricature, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est, aujourd'hui, quand on lui demande de générer le texte qui correspond à cette question « Pourquoi est-ce correct ?», il génère ce texte-là.
avec des techniques dont on va parler un tout petit peu après. Et vous voyez qu'il arrive, ajoutant ces deux résultats, il a utilisé la distributivité, etc. Et il obtient ce résultat. 286 443. C'est presque bon. OK. Il semble que nous ayons... J'ai rien dit encore. Il semble que nous ayons une erreur. Et donc il continue. Nous avons encore une incohérence. Il essaye et il n'y arrive pas. Il y a encore une incohérence. Utilisons un calcul direct. C'est quoi un calcul direct? D'accord? Vous voulez dire une calculatrice, un téléphone portable, un smartphone, juste un humain pour calculer avec un algorithme qu'on a appris à l'école? On ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'il a utilisé, il était quand même un petit peu plus sûr, et j'ai des soupçons sur qu'est-ce qu'il a pu utiliser. Il trouve le bon résultat. Le calcul par un outil automatisé, vous voyez que ChatGPT n'est pas automatisé à son sens, d'accord? Ce qui n'a pas de sens non plus. Voilà, bon, donc j'ai arrêté là, les frais. Et donc, je voulais partager ça avec vous, parce que ça nous montre bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec des outils qui ne sont pas maîtrisés, qui ont un certain intérêt, on va y revenir, et qui nous font douter de l'ensemble d'un système. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on va le voir, le numérique sait faire des choses tout à fait remarquables, utiles, et pour lesquelles il est important qu'on puisse les utiliser et comprendre comment elles marchent, bien sûr. Alors, on est donc dans ce monde où on vit une profonde conversion numérique. J'en suis sincère quand je dis ça, c'est une vraie opportunité, d'accord? Mais il faut faire attention à ce qu'on fait, d'accord? Source de progrès et d'innovation parfois inattendues, vous en avez vu là un certain nombre, et là de surprenantes mais négatives, mais par contre il y en a des très positives. Celles-ci sont surprenantes aussi, parce que typiquement Siri, qui est un chatbot, il n'a pas été développé pour être utilisé par un gamin atteint de troubles de l'autisme, d'accord, du spectre de l'autisme. Et donc on se retrouve avec des outils numériques qui sont utilisés dans des contextes complètement différents de ceux pour lesquels ils ont été développés. Aujourd'hui, on sait générer ce type d'image de façon assez remarquable, même si, vous allez voir, il y a aussi des petits défauts de ce côté-là. Et ça a un impact sur nous, sur notre façon en particulier d'organiser notre travail, en particulier quand on est créatif, par exemple, de ce type d'image. Donc un impact sur nous et sur notre organisation qui est significatif. Et puis des outils qui sont intéressants. Et donc qui a fait ce tableau? C'est pas Van Gogh, je vous rassure. C'est pas une machine. C'est un humain qui a utilisé une machine comme on utilise un pinceau. C'est un humain qui a fait ça. C'est un humain qui a dirigé la machine. D'accord? Et il ne faut surtout pas prendre le raccourci qui dit, alors là, vous avez la référence là, les serveurs d'Artomatics qui ont fait ça. Les serveurs, ils ont servi d'outils. C'est un pinceau. C'est pas autre chose. Donc dans ce contexte-là, on est dans une évolution, mais c'est aussi une conversion, c'est-à-dire que ça nous convertit, nous, en tant qu'humains, l'ensemble de ces outils. Pas seulement ceux-là, bien sûr, hein, mais je vais vous en montrer d'autres. Et donc, j'aime beaucoup rappeler ce texte de Milad Douei qui reprécise qu'une conversion, ça exige un examen rétrospectif du passé. On ne réfléchit plus de la même façon, on ne réexplique plus les choses de la même façon, ainsi que de nouvelles explications des actes et des événements. Alors, dans ce contexte-là, c'est essentiel d'éduquer pour comprendre, parce qu'on ne pourra pas maîtriser sans comprendre. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'une information, qu'est-ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va faire un algorithme de tri, comment on va faire un algorithme qui
simule l'apprentissage, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un programme, par exemple, qui calcule 2 plus 3? Qu'est-ce que c'est qu'un code machine? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle, un jumeau numérique, l'éthique, la cyberéthique? Tout ça, si on n'a pas réfléchi, si on arrive les mains vides et surtout la tête pas préparée, bah, on n'arrive pas à comprendre. D'où l'importance de faire en sorte que, en particulier dans des journées comme aujourd'hui, et bravo à l'espace éthique d'organiser ce type de journée, on puisse réfléchir ensemble dessus. Point essentiel, le numérique, ça inclut l'IA, d'accord? Et le numérique, c'est... Bon, là, j'ai mis en détail, mais je vous laisse le lire, et de toute façon, vous avez accès aux diapos après. Mais grosso modo, c'est l'informatique, les maths, mais aussi tout le traitement de l'apprentissage machine, la science des données, etc. Mais aussi les sciences cognitives, et puis les technologies, les usages qui en sont issus. Ça, c'est le numérique. Et l'IA, ben, l'IA, une bonne définition, c'est ça. D'accord? Et puis après, je vous en donne une un tout petit peu plus formelle. Mais ça, c'est l'un des co-inventeurs du terme et utilisateurs du terme au tout début, Marvin Minsky, qui dit que c'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent, qui effectuent des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains parce qu'elles demandent des processus mentaux de haut niveau. Alors, juste pour vous flasher la définition, une des définitions actuellement utilisées par l'Union européenne, c'est que l'IA, ça inclut des techniques qui sont issues soit de l'apprentissage machine, soit d'une approche basée sur la logique et la gestion des connaissances, soit basée sur les approches statistiques, comme ça a été mentionné par ailleurs. Et ce n'est que ça, l'IA. L'IA, c'est le nom d'un domaine scientifique et technologique du numérique. Le nom intelligence artificielle est particulièrement mal choisi, d'accord, parce qu'il induit d'autres choses. Et aujourd'hui, quand on parle d'IA, bien souvent, on parle juste de numérique, d'accord. Alors, cette université du numérique, par exemple, en médecine, on la retrouve quand on va pouvoir assister, par exemple, des déplacements de personnes. On va avoir maintenant des appareils qui nous permettent de mieux contrôler les choses. On va pouvoir faire de la chirurgie avec un robot Da Vinci comme ici. On va pouvoir utiliser des techniques d'analyse d'image qui sont absolument remarquables. On va pouvoir faire de la simulation d'opérations, par exemple là, de la cataracte, et donc des impacts du numérique, et là je parle bien de l'ensemble des techniques qu'on peut avoir, et des résultats et des usages qu'on peut avoir en numérique dans ces différents domaines, entre autres. Alors, maintenant, pourquoi ça a un tel impact sur nous et sur nos organisations? C'est toujours important de prendre un petit peu de recul par rapport à ça avant de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir avancer. C'est que nous sommes des systèmes de traitement de l'information. En ce moment, nous traitons tous de l'information. Moi, j'en émets, vous en recevez, vous la traitez, vous réfléchissez, vous dites ça c'est bien, ça c'est pas terrible, etc. Bon. Vous pensez à autre chose. Et donc, la lecture de ce texte, le fonctionnement d'un organe, ce sont des traitements d'information qui sont souvent absolument non élémentaires et qu'on a d'ailleurs du mal à pouvoir modéliser pour bon nombre d'entre eux. Et ces deux systèmes de traitement d'information, le biologique et le numérique, ils interagissent, se complètent, collaborent, se combinent, avec des conséquences profondes sur l'humain et nos organisations, on le voit tous les jours. Dans ce contexte-là, la civilisation numérique qu'on est en train de vivre et qu'on met en place et qu'on continue à faire évoluer et qu'on est en train de vivre, cette civilisation numérique, elle repose sur cette synergie profonde entre ces deux systèmes de traitement d'information, le biologique et le numérique. Elle se base sur la confiance et la maîtrise dans ces systèmes de traitement d'information considérés globalement. C'est-à-dire, ce qui est global, c'est l'humain dans le contexte numérique. C'est les deux systèmes de traitement de l'information qui sont en train de se combiner. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait la confiance dans les deux. D'accord ? Ce qui est généralement le cas. C'est-à-dire que vous ne doutez pas tous les jours du fait que votre calculatrice préférée vous donne un résultat correct ou pas. D'accord ? Maintenant, j'ai semé le doute dans votre pensée, mais c'est toujours bien de commencer par douter.
Et ça s'appuie sur des qualités non triviales des systèmes d'information numérique, comme la sécurité numérique, en particulier la cybersécurité, la non-malfaisance, on peut en parler par rapport à mon exemple initial, l'explicabilité, etc. Donc là, j'ai juste mis quelques points. Et ceci, bien sûr, et ça c'est à la fois une richesse et une difficulté, c'est transculturel, et donc il faut pouvoir réfléchir à ceci globalement. Donc dans le cadre du soin, on se retrouve avec une combinaison, dans ce contexte-là, d'intermédiation. La machine, donc utilisant du numérique et en particulier de l'apprentissage machine, va enrichir et complexifier les relations entre soignants et patients. Et donc on va avoir une intermédiation directe soignant-machine. Et donc, comment on va maîtriser ça? Avec quelle formation? Quel suivi? Une intermédiation patient-machine. Et aujourd'hui, les patients, ils n'arrivent plus dans le système de santé en étant totalement naïfs par rapport à ce qu'on sait sur leurs symptômes, leurs maladies, etc. Et puis, une intermédiation soignant-patient, maintenant avec un troisième larron, qui est le numérique, et donc qui va faire en sorte que ce triangle de discussion, d'intermédiation, va avoir une complexité supplémentaire que vous connaissez bien à gérer. Et donc, dans ce cadre-là, moi je considère que le numérique, c'est comme un télescope qui nous permet de regarder loin, ou un microscope qui nous permet de regarder dans l'infiniment petit. Aujourd'hui, le numérique, c'est un coniscope, c'est-à-dire un outil qui nous permet de penser plus loin. Et ça nous nécessite de développer un certain nombre de recherches. Mais surtout, il faut bien faire attention à ça, c'est que penser plus loin, ça ne signifie pas nécessairement penser bien. Mais bien sûr, il faut savoir ce que veut dire bien, d'accord? Mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre je suis capable d'avoir une vision plus forte, de pouvoir comprendre, de pouvoir faire des calculs plus élaborés, etc. Mais ce n'est pas la même chose que de bien penser. Et donc, d'où le fait qu'on va développer maintenant une préoccupation au niveau mondial, vraiment autour de l'éthique du numérique et comment ça interagit avec les autres contextes éthiques, avec des travaux importants aussi bien au niveau international qu'au niveau français ou au niveau européen. Contexte dans lequel, en fait, on va être amené à faire attention à la sémantique. Au fait, l'éthique, c'est quoi? Et vous aviez touché un tout petit peu le terme tout à l'heure. Pas confondre thématique et conformité. D'accord? Grosse différence. Donc l'éthique, pour moi, et puis pas seulement, je pense qu'avec Catherine, on partage vraiment bien cette définition. L'éthique, c'est une réflexion. Ce n'est qu'une réflexion. Et c'est vraiment fondamental que ça ne soit qu'une réflexion. Après, les décisions, elles sont importantes à prendre aussi. C'est un job différent. Ça ne veut pas dire que les deux ne se causent pas, évidemment. Mais on est à deux niveaux différents. Et donc l'éthique, c'est une réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, en vue d'établir soit une doctrine, une science, etc., ou bien tout simplement de se positionner à titre individuel ou collectif par rapport à un certain nombre de sujets. Et donc on a au moins deux déclinaisons qu'on connaît, mais bien plus en réalité, donc autour de la bioéthique ou de la cyberéthique ou de l'éthique du numérique, comme on veut, ou de l'éthique biomédicale, qui sont deux sujets importants. Et en anglais, c'est pas tout à fait la même chose, la définition. Et ça nous induit un peu en erreur à certains moments par rapport à la conformité, puisque regardez, la première signification donc, dans ce dictionnaire, c'est que c'est l'étude de la nature générale de la morale. Bon, il réutilise ce terme-là que je n'ai pas encore utilisé, vous avez vu, mais qui là, on pourrait dire proche de l'idée de ce qui est dans la définition française, mais aussi les règles ou les standards qui gouvernent une profession. Des règles, ce n'est pas une réflexion. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc quand on parle d'éthique, commencez par dire, mais c'est quoi votre définition de l'éthique? Et là, on peut commencer à parler. Ensuite, bien sûr, la définition de la déontologie, toujours dans le dictionnaire, parce que là, vous voyez que quand on parle d'éthique, il parle de déontologie. Moi, j'ai été voir dans déontologie, et il n'y a pas de souci, il parle d'éthique. D'accord? Donc, il faut faire... On est dans un contexte international dans lequel ce n'est pas toujours facile
d'être sûr de la façon dont on doit comprendre ces différents termes. Je voulais juste au niveau de la caméra, ça vous ennuie pas trop que je me promène ou... D'accord, parce que... Voilà. Ok. Et donc on est dans un contexte dans lequel en fait l'éthique du numérique interroge, et donc ça c'est un extrait du manifeste qu'on a donc conçu et écrit dans le cadre du Comité national pilote d'éthique du numérique, et où on insiste sur un certain nombre de points ici. Je ne les lis pas tous, d'accord, ceci c'est toujours bien sûr disponible en ligne, mais c'est vraiment important de prendre en compte ces influences importantes et durables des technologies numériques sur l'être humain. On les voit tous les jours, d'accord. Je vous ai pas encore parlé des réseaux sociaux, je vous en parlerai pas plus que ça, mais on sait bien qu'il y a un impact majeur. La fascination provoquée par les machines hein, qui imitent le vivant, et donc là, mon introduction, elle était comme ça, d'accord. Vous voyez, c'est une machine qui nous parle, elle nous fait croire qu'elle est vivante, elle ne l'est pas, d'accord. Et puis, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est maîtriser ce coniscope. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut calculer ou penser le futur et nos décisions, et comment est-ce qu'on fait? D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, comment apprendre à maîtriser pour un être humain ou une profession ce type d'outils? Et est-ce que ça nous amène à un appauvrissement ou un enrichissement sémantique? C'est à nous de montrer qu'on va aller plutôt, j'espère, vers l'enrichissement, mais c'est pas facile, d'accord? Alors, des exemples. Je ne vais pas tous les détailler parce que je voudrais qu'on ait le temps de la discussion, mais aujourd'hui, typiquement, déterminer et questionner la raison d'être d'une application, d'un usage ou d'un développement, c'est un vrai sujet, y compris pour l'organisation. D'accord. Et donc là, on est vraiment dans une lignée où l'éthique devrait pouvoir être prise, ou des considérations éthiques, les réflexions éthiques, les travaux sur l'éthique devraient pouvoir vous servir en input de vos travaux. L'éducation à l'éthique, bien sûr, au numérique et à la supervision humaine est essentielle. Je n'ai pas dit garantie humaine. On reviendra sur le terme garantie, d'accord, mais garantie, c'est pas simple, d'accord. Là, ce qui est important, c'est que l'humain soit positionné en termes de supervision. Et puis, le numérique, une ressource équitablement accessible. On a parlé un tout petit peu, commencé à parler un tout petit peu d'équité, mais on a un vrai grand souci. Je pense qu'il est plus important que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce coniscope, pour vraiment pouvoir l'utiliser, il faut comprendre raisonnablement comment il fonctionne. Aujourd'hui, on ne va pas demander à un médecin d'être médecin sans qu'il comprenne un petit peu ce que c'est que la biologie. D'ailleurs, pareil pour tout personnel soignant. Aujourd'hui, on utilise tous du numérique. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous en capacité de comprendre comment fonctionne le numérique. Par rapport à ça, bien sûr, la dignité humaine face au risque d'appauvrissement sémantique, le rôle de l'attribution des contributions des humains et des humains assistés. C'est bien de se faire assister par le numérique, on fait bien plus de choses, d'accord? Et on fait des choses remarquables aussi avec le numérique. Mais il faut savoir dire, oui, je l'ai fait ça avec un outil, d'accord? Le tailleur de pierre, le peintre, il utilise aussi des outils et il ne s'en cache pas. Et puis, bien sûr, organiser et penser globalement l'éthique, j'en dirai un mot aussi un petit peu plus tard. Pratiquer l'éthique. Donc, l'éthique biomédicale dans un monde en conversion numérique profonde, ce numérique, il transforme le monde depuis presque un siècle. Là. Quand on remonte un petit peu au début, enfin au tout début, la notion d'algorithme, les Grecs la connaissaient, d'accord, et pas que. Et donc, mais depuis bientôt un siècle et avec des accélérations importantes ces 30 dernières années, on a vraiment beaucoup avancé. Il y a un impact majeur sur l'ensemble des domaines de santé depuis 10 ans et ça nous amène à reprendre de façon fondamentale la réflexion sur les conduites humaines et les valeurs qui les fondent dans le cas particulier de ces domaines biomédicaux donc, pour lesquels ici vous vous réunissez aujourd'hui. Dans ce contexte-là, on a tout ce qui concerne l'éthique du numérique, ce qu'on peut appeler la cyberéthique, l'éthique biomédicale,
ou la bioéthique. Il y a une partie qui est incluse dans l'éthique du numérique, qui est l'éthique de l'IA au sens que j'ai défini tout à l'heure. Et puis, derrière ceci, ça va être fondé sur un certain nombre de textes dont j'ai mentionné un certain nombre, on pourrait dire depuis 3000 ans, mais les textes les plus sur lesquels aujourd'hui on avance le plus, c'est typiquement autour à la suite des procès de Nuremberg, autour du code de Nuremberg, etc., avec également un certain nombre de textes qui concernent, eux, l'éthique du numérique. Et puis, ce qu'on a vu, par exemple, au niveau de la présidence française de l'UE, un certain nombre de recommandations et de principes européens pour le numérique en santé. Donc, où on se met à focaliser davantage sur, justement, cette combinaison. Et donc, j'insisterai juste sur un certain nombre de différences. Ceci, c'est un travail qu'on a fait en commun avec le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, où on essaye de comprendre les différences entre les principes d'éthique biomédicale et les principes d'éthique du numérique, en reprenant ces principes d'autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice, que vous connaissez bien, et en se disant, mais ça donne quoi en numérique ? Eh bien, regardez par exemple, on ne les fait pas tous, hein, mais regardez le deuxième, principe de bienfaisance. En santé, c'est difficile de l'ignorer. D'accord ? Enfin, j'espère. En numérique, les systèmes numériques, ils sont bienfaisants dans leur conception ? Pas forcément. D'accord ? Il y a un certain nombre de jeux, il y a un certain nombre de... Voilà. Une application que j'aime bien, c'est celle dans les réseaux sociaux où vous pouvez vous filmer en train de dormir. Et c'est streamé en ligne. D'accord ? C'est particulièrement bienfaisant. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, on a émis un certain nombre d'avis. Et parmi ces avis, celui sur les chatbots, je vais vous montrer quelques recommandations autour de l'éthique sur ceci. Mais déjà, quand on s'intéresse à un tel sujet, on commence par regarder qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Bah, par exemple, Siri en fait plus avant même que vous le demandiez. D'accord ? Ça devrait commencer à dire c'est intéressant comme publicité. Ou alors, dis Siri, fais-moi écouter une chanson que je vais aimer. Ou alors, encore mieux, Alexa, ajoutez Alexa sur votre table de chevet. Vous savez, Alexa, c'est un chatbot, d'accord ? Dans un chatbot, il y a un haut-parleur, mais il y a aussi un micro. C'est vrai que c'est pratique sur la table de nuit. Pour avoir l'heure, bien sûr. Et donc, dans ce contexte-là, on a émis un certain nombre de recommandations. Je vous en montre juste quelques-unes, d'accord ? Mais peu, en fait. Aujourd'hui, on met des chatbots dans les jouets. Donc, il y a les versions de Barbie, chatbot. Les Barbie, elle cause. Et elle écoute. Et elle répond aux questions. D'accord ? Avec la même acuité, bien sûr, que les multiplications que je vous ai montrées. OK ? Donc, on dit attention. Et puis, il y a vraiment des questions de recherche. Le numérique, c'est aussi utile pour l'éducation. Comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur pour l'éducation ? Et ça, il y a aujourd'hui des pans entiers de la recherche qui sont dévolus à ceci. Et puis, d'autre part, ces agents conversationnels, ils sont utilisés, pas d'ailleurs que sur la conversation, mais aussi sur l'image, pour les deadbots. Qu'est-ce que c'est qu'un deadbot ? C'est un jumeau numérique de la personne qui reproduit la parole et le comportement langagier des personnes décédées. Donc vous perdez un proche, vous pouvez, si ça a été souhaité par l'ensemble des intervenants, accéder à son deadbot, quelqu'un qui va représenter la personne à un âge déterminé, d'accord ? Et qui va parler en fonction de son histoire, donc les informations que vous avez mises dans le bot, mais aussi en fonction du contexte courant. D'accord ? Donc tu te rappelles quand on était à Venise, etc., il faisait meilleur qu'aujourd'hui. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où ce type de système,
Aujourd'hui, ils sont accessibles. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez les utiliser. On fait quoi là en ce moment par rapport à ce que c'est que la vie, à ce que c'est que le deuil, ce que c'est que la mort? On a des vraies interrogations, des vraies réflexions à construire. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'il faut vraiment mener une réflexion sociétale avant toute réglementation des deadbots, interdire, permettre ou pas, etc. Et puis, encadrer techniquement ces deadbots. D'accord? Vous voyez que ça peut avoir un impact fort. Ceci dit, ça pourrait être intéressant de discuter avec Einstein. D'accord? Mais on sait à ce moment-là que ça sera juste une simulation. D'accord? Quand c'est quelque chose qui est très affectif, vous voyez qu'on est à un niveau tout à fait différent et par conséquent, quelque chose à prendre en compte. Et puis, on a aussi travaillé sur ces systèmes d'IA générative pour lesquels, bien sûr, l'écrit a une portée différente de l'oral, on le sait bien, pour lesquels son utilisation est simple et massive et de loin la plus rapide de l'ère numérique, et pour lesquels, en fait, la qualité rédactionnelle est intrigante à certains moments. Vous avez vu comment il nous a causé là, au tout début. C'est un type d'application qui est intégratif des technologies d'IA et du numérique en général, c'est-à-dire que c'est quand même des très gros systèmes, particulièrement complexes, dont on peut interroger les résultats, mais pour lesquels, pour un certain nombre de situations, on est dans des résultats qui peuvent être intéressants, positifs. Et puis, le détail de leur fonctionnement, par contre, de leur programmation n'est pas connu, et ils deviennent stratégiques, comme vous avez pu le voir sur les différentes évolutions du contexte récemment. Je ne vais pas tous les faire. Je ne vais pas revenir plus sur les aspects de principe de conception. Un point notable, c'est que d'abord, ils ne sont pas publiquement connus dans le détail. On connaît le principe général, mais le détail n'est pas connu. C'est vraiment des principes de conception qui sont cachés en dehors de l'entreprise qui les conçoit, et même, je dirais, peut-être en dehors de la tête de quelques personnes de l'entreprise. Et en tout cas, qui utilisent bon nombre d'outils, dont de la vérification formelle, à certains moments. Mais quand même pas trop, comme vous l'avez vu dans l'exemple initial, mais quand même un peu, y compris dans l'exemple initial, parce que tout d'un coup, il se raccroche aux branches en disant mais, je vais aller chercher quelque chose qui fait le calcul correctement. D'accord ? Et voilà. Bon, je n'en dis pas plus sur cette partie-là. On pourrait revenir dans les questions si vous le souhaitez. Et puis, ça va générer des textes à destination d'humains, mais aussi de machines. Typiquement, ça génère pour un certain nombre d'applications du code pour les machines, donc en Python ou dans d'autres langages de programmation, de façon intéressante et pertinente, parce que, en particulier, on a des bons corpus d'apprentissage. Ça génère aussi de l'information. Et ça peut être un intérêt, ça peut être aussi un risque fort. Typiquement aujourd'hui, quand on veut générer de la désinformation ou de la mésinformation, on peut utiliser ce type d'outil de façon tout à fait redoutable. Et donc là, aujourd'hui, on a un vrai souci de comment on utilise ce type d'outil, pour quoi faire, bien sûr. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas forcément tous bien intentionnés, qui peuvent les utiliser pour essayer de, par exemple, modifier le cours d'une élection ou d'influencer les personnes dans leurs décisions ou dans leurs choix. Bon, et puis il y a bien sûr un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le sujet et que vous pouvez retrouver dans vos revues favorites du point de vue de la médecine. Ensuite, on a des questionnements d'éthique bio-numérique qui sont multiples. On retrouve ces questions autour des informations, et en particulier les informations numérisées, donc les données d'apprentissage. D'où viennent-elles? Qui les a produites, etc. Et vous voyez que en fait, des outils génératifs vont générer du texte qui, si jamais on ne sait pas que ça a été fait par une machine, va être réutilisé par d'autres machines pour continuer à générer d'autres textes. Vous voyez qu'on se retrouve dans une spirale pas facile à gérer. Quels impacts sur les différents métiers? Par exemple, pour un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, ça nous concerne vraiment, vraiment tous. Quels impacts énergétiques et environnementaux?
Faut-il utiliser de tels environnements? Qui pourra y accéder? Dans quelles conditions? Pour faire quoi? Avec quelles conséquences? En particulier, quelle acquisition ou perte de compétences? C'est aussi un point que vous aviez souligné tout à l'heure. Typiquement, le fait qu'on ait la capacité à pouvoir faire des césariennes dans de bonnes conditions, aujourd'hui, fait qu'on va éviter de faire des accouchements par le siège. Et par conséquent, on se retrouve dans la situation où les médecins ou les sages-femmes savent moins bien pratiquer les gestes nécessaires à un accouchement par le siège. Donc une perte de compétences. Est-ce que cette perte de compétences, on va la voir aussi, typiquement, dans ce type de situation? Et donc, faut-il, la question de la raison d'être, faut-il développer de tels environnements? Et si oui, lesquels et comment? Et puis, comment apprendre à se servir de telles capacités bionumériques? Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en numérique, on a des personnes qui savent se servir de ce type de système. Les médecins savent évidemment leur métier. Quand on met les deux ensemble, on a une situation différente qui nécessite de comprendre et d'apprendre à se servir de telles capacités. Et là, aujourd'hui, on apprend. On réfléchit à comment faire. D'accord ? On n'a vraiment pas un corpus bien établi d'apprentissage. Alors, j'insiste pas sur cet exemple-là, je vais vous montrer celui-là. D'accord ? Le prompt, il est là. Oups, ça. Vous vous rappelez, ça c'est un commentaire de moi, là, le jaune. Le reste, c'est une photo. Et donc, générer une image de l'abdomen montrant les poumons, le foie, mais pas le cœur, absolument pas le cœur, absolument pas le cœur. Résultat. D'accord ? Donc, normalement, on ne devrait pas voir un certain objet là en plein milieu. Ok. Manipulation de l'utilisateur sans responsabilité. Vous voyez que la machine peut être perçue comme plus performante et supérieure à l'homme, surtout quand ça s'exprime avec un bon niveau de langage. Il parle bien, beau parleur. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'interaction en langage naturel peut amener l'utilisateur à parler plus librement de son intimité et à croire à une attention de la part de la machine qui donne l'illusion de l'empathie humaine. Je suis désolé pour l'erreur. D'accord ? Typiquement. Et puis, le manque d'ancrage des sorties dans le monde physique peut amener le système à produire des résultats inappropriés. C'est l'exemple que je ne vous ai pas montré, mais vous pourrez le regarder dans les diapos après. Les informations fausses ou imprécises produites par ces systèmes pourraient être utilisées afin de nourrir des corpus d'apprentissage de nouveaux modèles de langage. Ben oui. D'accord ? Bon. Les humains aussi produisent des informations fausses, mais peut-être à un rythme moins important que ces systèmes-là. Bon, je passe sur ces systèmes qui utilisent en fait des filtres qui pourraient s'apparenter à de la censure et qui sont réalisés dans des conditions où les personnes qui travaillent ne sont pas forcément bien rémunérées et puis ne partagent pas forcément les mêmes références culturelles que les futurs utilisateurs. Donc ça pose aussi d'autres questions de ce type-là. Et puis au niveau sociétal, l'utilisation des méthodes d'incitation par des modèles de langage peut amener à de la manipulation politique, entre autres. Et donc là, on a un vrai souci aussi. Alors, un exemple, et là je vais aller très vite pour aller à ma conclusion, pour nous laisser le temps d'échanger. Donc, exemple de recommandation concernant les enjeux d'éthique de l'IA générative, être capable de maintenir les distinctions. Être capable de faire en sorte qu'un texte qui a été généré par une machine soit labellé comme c'est généré par une machine. Le problème, qui n'est pas un détail, c'est que c'est difficile. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien le faire. Donc savoir que telle phrase a été en fait produite par une machine et pas par un humain, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, même si on aimerait bien que ça soit quelque chose qui soit obligatoire à faire. Je vous passe les autres parce que je n'ai pas trop le temps. Celui-là est important, néanmoins. D'accord ? L'impact de ce type de système sur l'environnement est vraiment important. Et donc, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Donc, comment faire pour le gérer au mieux ?
Je ne reviendrai pas sur les aspects juridiques. Je voudrais parler un tout petit peu de ce qu'on a fait avec l'Académie nationale de médecine, et dans lequel on a réfléchi également à ces enjeux d'éthique, et vous retrouverez l'essence de ce que j'ai parlé, de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais un point sur lequel je pense intéressant d'insister, c'est qu'il ne serait pas éthique de ne pas bénéficier de l'aide que peuvent apporter, une aide que peut apporter dans le cadre de la santé, les systèmes d'IA, et en particulier ceux d'IA génératif. D'accord? Mais vous voyez qu'il faut le mettre dans un contexte et rester maître de ce type de choses. Donc les questions des distinctions sont également invoquées au niveau de l'Académie nationale de médecine, et puis la nécessaire maîtrise en France et en Europe de ces systèmes, de leur conception à leur réalisation, et aux usages, s'opposent à des intérêts économiques et politiques importants. Et donc, comment est-ce qu'on reste maître du développement de ces différents systèmes? Troisième type d'enjeu d'éthique, c'est comment est-ce qu'on gère ces nouveaux systèmes dans le cadre du triangle patient, machine, soignant, d'une part, et d'autre part, l'impact du numérique sur la recherche biomédicale, ça induit aussi des considérations éthiques importantes. Encourager la recherche, bien sûr, mais en particulier en vue de développer l'explicabilité dans ce contexte-là. Et on pourra en discuter également, bien entendu. Et puis l'attention est importante entre l'empreinte environnementale et l'intérêt de leur utilisation médicale. Vous voyez que le coût de la multiplication vous pousse quand même à vous poser la question, est-ce qu'on a vraiment, dans quelles circonstances avons-nous vraiment besoin de ce type de système? Il y a des recommandations que je ne vais pas détailler et que vous retrouvez sur le site de l'Académie de médecine qui résument, entre guillemets, ce dont j'ai pu aussi vous parler auparavant. Je précise que la recommandation 9, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Et donc, mais j'étais très content que l'Académie considère que ce qu'on avait fait était utile à leur réflexion. Quelques mots de conclusion. J'espère vous avoir convaincu, mais je sais que vous l'étiez auparavant, mais qu'en particulier l'éthique du numérique est un impératif de l'humanisme numérique. Et donc dans ce contexte-là, il faut s'approprier l'éthique du numérique, sachant que c'est aussi un avantage concurrentiel pour les entreprises et les organisations. Moi, j'aime bien, en discutant avec des responsables d'entreprise ou un personnel d'entreprise, lui demander mais c'est quoi les valeurs de votre entreprise et c'est quoi vos propres valeurs dans le cadre de votre travail dans l'entreprise. Des fois, c'est un peu glaçant de sentir qu'il y a un flottement. Et donc, je pense que c'est important d'y avoir réfléchi et que c'est vraiment un plus pour les entreprises et les organisations. Il est essentiel d'avoir des évaluations fiables et suivies de la qualité de ces systèmes numériques. Vous voyez à quoi je fais référence depuis le début, mais j'ai dit numérique, je n'ai pas dit IA, juste ici, ou IA génératif. C'est vraiment, là, on a des systèmes qui sont remarquables dans leur capacité. Il faut qu'on soit remarquable dans la façon de pouvoir les évaluer relativement à leur qualité, donc que ça soit tout ça que j'ai pu mentionner au cours de l'exposé. Et puis ces systèmes et la combinaison avec nos propres systèmes de traitement d'information biologique, ça introduit une nouvelle complexité au cœur de laquelle l'éthique joue bien sûr un rôle crucial. Et donc il faut développer l'éthique du numérique et pour ça, créer le CCNE du numérique, hein, comme Emmanuel Macron a proposé de le faire et où en fait ça a été instancié par le décret du 23 mai dernier. Les travaux et avis du CNPEN, bien sûr, tout ce qui a été fait à l'Académie nationale de médecine aussi, et puis les autres points que j'ai mentionnés également, mais je voudrais terminer en vous disant qu'il faut avancer maintenant et en fait à développer notre connaissance de ces systèmes numériques, de leurs usages, de leurs intérêts, risques et in fine de nos responsabilités. Et c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la mienne,
Et comment fait-on pour se les approprier? Comment fait-on pour avancer dans ce contexte-là? Maintenant, en se donnant la capacité à comprendre, en apprenant à utiliser ces systèmes, et donc là, je ne vous dis pas, quand vous voulez utiliser un système d'IA générative, le résultat que vous obtenez, ce n'est pas juste un prompt. D'accord? Vous avez vu, quand on fait juste un prompt, tout on obtient. D'accord? Il faut travailler, il faut programmer. En fait, on le métaprogramme. Et puis, donc, il faut aider toutes les composantes de nos sociétés à réfléchir aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Vous voyez ce que je veux dire. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon magnifique. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. En voilà une. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question un peu pratique sur les systèmes dits experts qu'on utilise dans le milieu médical et notamment en biologie médicale, avec une question qui est, et il me semble y avoir une forme de hiatus entre ce qui est imposé quelquefois dans les systèmes de soins pour le côté pragmatique d'utilisation de ces systèmes, qui revient en fait à ne plus être une aide, mais une substitution du biologiste, par exemple, dans le rôle de validation d'un examen biologique, et la contrainte qu'a ce même biologiste de ne pas devoir déléguer sa signature médicale dans un dossier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, au niveau notamment de la loi et du Code de santé publique, de réponse à ce problème. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je pense que c'est effectivement une question importante à se poser et pour laquelle aujourd'hui, il y a deux points de réponse. D'une part, vous l'avez vu, et je pense que c'est vraiment important, c'est que l'humain reste en maîtrise de l'ensemble de ces systèmes. D'accord ? Donc l'humain qui est par exemple en maîtrise du pilote automatique d'un Airbus ou d'un avion en général en phase d'atterrissage, l'ensemble du processus de délégation a été pensé pour faire en sorte qu'il n'y a pas un bouton rouge en plein milieu de l'atterrissage où on est en plein dans le brouillard et le pilote dit « Oh non, ça je ne le sens pas ». D'accord ? Il ne va pas juste appuyer sur le bouton rouge et se retrouver dans une situation qu'il n'est pas capable de maîtriser. Donc quand on délègue à du numérique, il faut comprendre à partir de quand, jusqu'à quand et avec quelle garantie sur ce que doit faire le numérique. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pilote automatique d'avion ne fonctionne pas avec ChatGPT. D'accord ? Et donc, vous comprenez pourquoi. Et en fait, il y a aujourd'hui des techniques en numérique qui nous permettent de certifier avec un degré approprié. Donc il y a des études, des travaux, de l'ingénierie développés pour ça, pour faire en sorte qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on délègue, dans quelles conditions et avec quel niveau de certification. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on ne sait pas bien faire sur un certain nombre de choses dans vos domaines, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, et parce que c'est aussi des sujets difficiles à aborder du point de vue de la profession, parce que si ce n'est pas vous qui le faites, qui c'est qui le fait? C'est vrai que ça va donner plus de temps, mais ça va peut-être donner moins de travail, etc. Donc l'ensemble de ces éléments-là ne sont pas gérés. Et je fais bien la différence entre être capable de le faire ou pas, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, la certification correcte des choses. Donc aujourd'hui, sur la certification des réponses de ChatGPT, je pense que OpenAI ne va pas s'engager très fort. D'accord ? Il ne va pas donner une garantie. Mais aujourd'hui, il y a des parties sur lesquelles on saurait faire des garanties. C'est-à-dire que typiquement, quand ChatGPT ou un système d'IA générative voit une multiplication, il y a des algorithmes d'unification qu'on sait certifier, dont on sait qu'ils vont donner le bon résultat. D'accord ? Et donc ça veut dire que c'est des évolutions d'abord de réflexion de comment est-ce qu'on structure le travail, qu'est-ce qu'on délègue pas, et ceci au fur et à mesure que les aspects scientifiques, techniques et les usages et la formation avancent également. Donc c'est aussi une question d'organisation, de comprendre comment dans ce cadre-là
on délègue pas, on fait pas, et qui en est responsable et qui s'engage à. Parce que les questions de responsabilité, en particulier en santé, elles sont évidemment importantes et fortes. Attendez un petit instant, il y a d'autres questions. Je vous donnerai la parole. Merci de votre exposé. Tout d'abord, l'humour avec lequel vous l'avez mené montre qu'il n'est pas informatique, mais bien créé par l'homme. Ma question est, vous avez insisté à plusieurs reprises sur le fait de l'éducation et de la maîtrise de ce qui sortait et de ce qui rentrait donc dans l'outil. Comment est-ce que vous voyez, en tant que CCNE, la méthode à mettre en place, sachant que la loi est déjà parue, que les programmes d'éducation sont déjà en place dans les universités et facultés de médecine. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un niveau d'équivalence sur tout le territoire et donc une égalité dans la qualité de cet apprentissage. Comment le concevez-vous et comment le recommandez-vous? Alors, que ce soit au niveau du Comité national pilote d'éthique du numérique, comme au niveau du CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, on a clairement co-recommandé de former. D'accord? Donc, et avec des recommandations que vous pouvez lire dans plusieurs avis. Comment avancer par rapport à ça? Il y a un certain nombre d'universités, il y a un certain nombre de départements d'universités pour lesquels les choses avancent, qui sont souvent des initiatives locales. Aujourd'hui, au niveau national, c'est compliqué. Ça n'avance pas suffisamment. Et typiquement, au niveau de l'Académie de médecine, c'est pareil, c'est ressorti de la même façon. Il faut arriver à faire en sorte que dans la formation des soignants, les médecins, mais l'ensemble des personnels soignants, ce type d'outils puisse être intégré, mais plus que les outils, l'ensemble de la réflexion autour de la numérisation des activités autour de la santé puisse être investie, comprise, et là on est, mais vous êtes ici encore plus compétent que moi pour juger l'état de non-avancement. Il faut vraiment qu'on arrive à changer dans le fond l'organisation des études de médecine pour prendre en compte ce type de considération. Aujourd'hui, on en est loin, mais c'est aussi de notre responsabilité. Enfin, mais là-dessus, je pense que c'est pas mal. Parfait. Ouais. Excusez-moi d'être intervenu un peu trop tôt tout à l'heure, mais c'était justement en prolongement de la question et surtout de votre réponse, parce qu'à Toulouse, il y a un pôle mondial, puisqu'ils sont déjà leaders, ils ont pour objectif de le devenir encore plus, sur l'intelligence de confiance, c'est-à-dire destinée à l'aéronautique, vous en avez parlé, et à la santé. Et vous avez commencé à évoquer les différences qu'il pouvait y avoir d'ailleurs dans la conception et dans la validation de cet outil, surtout lorsqu'il est destiné pour la santé. Voilà, simplement. Merci. Questions? Commentaires? Oui. Merci pour votre intervention. Vous avez évoqué en fait tout à l'heure la définition de l'éthique au niveau américain. J'aimerais savoir quel est l'état en fait de leur réflexion, étant donné que notamment pour les modèles d'IA générative, c'est surtout américain, et qui peuvent être intégrés dans nos outils métiers au niveau français. Donc si vous pouvez juste faire un petit état de leur réflexion. Merci. Alors, c'est aussi une question intéressante, vraiment difficile à répondre, pour la raison suivante. C'est qu'aujourd'hui, au niveau des États-Unis, on a un certain nombre de certifications de processus numériques qui sont faites effectivement et qui ont été validées par l'agence, je ne me rappelle plus son nom, l'agence américaine autour de la validation typiquement des médicaments. De la même façon, ils ont validé un certain nombre, la FDA, merci, ils ont validé un certain nombre de processus de validation pour un certain nombre d'algorithmes, par exemple, de reconnaissance de rénopathie au niveau oculaire, au niveau, etc. Donc un certain nombre de validations de la FDA d'outils numériques. Et
ils sont en général plutôt bien faits, plutôt basés sur la même approche que celle faite pour les médicaments, typiquement, mais avec la difficulté que dans l'état actuel des choses, ce sont sur on pourrait dire, des sujets très limités, relativement beaucoup sur tout ce qui est reconnaissance analyse d'IRM, d'images en général. Et là, on arrive à avoir des résultats qui sont de bonne qualité et d'une stabilité telle qu'on peut se reposer dessus. Mais sur des systèmes plus complexes, on n'y arrive pas encore aujourd'hui. Et donc, les Américains en sont au même niveau que nous pour ce qui concerne la médecine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont, au niveau européen, typiquement, on va avoir une labellisation européenne qui va en fait refléter une labellisation américaine et réciproquement. Donc on a vraiment bien souvent ce que moi j'analyse avec un petit peu de recul, plus du point de vue numérique que du point de vue santé évidemment, comme étant vraiment une analyse convergente. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est sur les systèmes intégrés, sur les gros systèmes donc, du type de ceux qu'on peut voir ici. Watson, par exemple, que vous mentionniez aussi, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès, d'accord ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de soucis de conception, et aujourd'hui, Watson n'est pas labellisé pour quoi que ce soit, à ma connaissance, d'accord ? Mais dans ce contexte-là, pour finir de répondre à votre question, les Américains, et du point de vue de la santé, réfléchissent avec la FDA sur des sujets limités, importants, et pour lesquels ils valident un certain nombre de systèmes numériques. Aujourd'hui, les entreprises dont on parle souvent autour que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit OpenAI ou d'autres, en fait, on ne peut pas dire que leur réflexion éthique nous aide beaucoup. Et donc, il y a une différence vraiment importante. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que quand on parle avec des personnes qui travaillent dans ces entreprises, elles n'ont pas réfléchi à un certain nombre d'applications éthiques. Mais ça veut dire que du point de vue de l'entreprise aujourd'hui, on n'a pas une structure pour laquelle on a une approche similaire à celle que nous avons développée en France, qui consiste à se dire, d'un point de vue national, globalement, donc une communauté culturelle, linguistique, de pratiques communes, qu'est-ce qu'on peut recommander? Comment peut-on réfléchir ensemble? Eh bien, aujourd'hui, le CCNE du numérique, et donc ce décret qui a été signé il y a 2 semaines maintenant, met en place une structure, une institutionnalisation de la réflexion éthique en général pour le numérique, côte à côte avec le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, et bien sûr avec l'idée qu'on travaille aussi ensemble sur tous les sujets qui sont co-labellisés santé ou biomédical et numérique. Et donc dans ce cadre-là, on est original en Europe et dans le monde avec cette vision nationale de la réflexion éthique. Ça manque aujourd'hui dans bon nombre d'autres pays. Au Danemark, par exemple, ils ont un comité d'éthique, ils appellent ça Data Ethics, donc on va dire l'éthique des données. Mais les données, c'est bien. Mais c'est quoi le process derrière? D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une différence fondamentale. Et puis le comité allemand de bioéthique commence à réfléchir aussi sur le numérique, mais il commence. En Angleterre, au Royaume-Uni, ils ont 2 comités qui ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, mais qui travaillent aussi ensemble. Mais ils n'ont pas cette démarche nationale qu'on a initialisée en France et qui me semble pouvoir apporter des éléments de réponse à votre question. Ensuite, c'est typiquement, comment est-ce qu'on va faire pour donner des éléments, élaborer des réflexions qui permettent ensuite de construire les bons règlements. Claude, dans le même sens, mais pour aller plus loin, les contraintes européennes sont vécues par certains
comme étant un frein à l'innovation dans le numérique. Où se trouve l'équilibre? L'équilibre est pas simple à trouver. Et en fait, la difficulté qu'on a ici, et c'est pour ça que j'insistais sur ce point-là au début, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la réflexion, il faut qu'elle se passe, et qu'à partir de la réflexion, il faut qu'on soit capable de mettre en place des règlements capables d'évoluer. Quand on met ça typiquement en France, quand on met ça dans une loi, modifier la loi de bioéthique, par exemple, c'est compliqué, d'accord? C'est ce qu'on met à l'entrée, on ne sait pas ce qu'on va avoir à la sortie. Aujourd'hui, au niveau européen, on est dans une situation similaire, mais ce qui est important, c'est qu'en Europe, même si il va falloir pousser davantage la réflexion dans ce sens-là, mais il y a eu une vraie réflexion éthique d'abord avec la mise en place de ce High Level Expert Group, je le dis en anglais parce que c'est son nom générique en Europe, sur justement l'IA. Et sur laquelle, en fait, la Commission, entre autres, et le Parlement se sont appuyés pour créer le nouveau règlement. D'accord ? Typiquement sur l'AI Act. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut qu'on produise encore plus d'éléments de réflexion pour que le côté réglementaire, voire législatif, puisse se mettre en route, basé sur une réflexion approfondie, et pas juste sur un comité qui se réunit 3 mois à l'avance et puis qui va penser pendant 3 mois, peut-être avec des gens brillants, j'ai pas de doute là-dessus, mais sans qu'il y ait une continuité, sans qu'il y ait une vision plus globale qui soit mise en place. Merci Claude, on va s'arrêter là. On va prendre